Atlantic Matin, le réveil de l'info. Les décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. L'image sera saisissante à coup sûr. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, entre autres, tous réunis pour célébrer un homme et son idéologie. Ce sera lundi prochain, lors de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Une mise en scène qui illustre l'incroyable retournement de situation des grands patrons de la tech face à un président qu'ils vilipendaient à peine hier. Et pourtant, à y regarder de plus près, cette alliance a des airs de pacte stratégique. Elon Musk, l'homme qui veut libérer l'Amérique des lourdeurs administratives, semble jouer les architectes d'un nouvel ordre où innovation et politique s'entremêlent. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, autrefois ennemi juré de Donald Trump, parle maintenant de faire pression avec le gouvernement américain sur les gouvernements hostiles aux géants de la tech américaine. Et quant à Jeff Bezos, eh bien, lui aussi n'a eu d'autre choix que de se mettre au pas de la nouvelle doctrine américaine. Ce qui interpelle aussi dans ce duo entre Trump et Musk, c'est l'omniprésence du patron de Tesla et de SpaceX, qui agit et parle comme un président bis rêvant d'un monde complètement dérégulé. Par ailleurs, Sam Altman, patron d'OpenAI, et Tim Cook, patron d'Apple, vont débourser chacun $1 million pour financer la cérémonie d'investiture du nouveau président élu. Bref, la Big Tech US se range derrière Donald Trump avant sa prise de fonction officielle. Alors pour quelle raison ? Est-ce avant tout une victoire politique pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche qui s'est mis dans la poche tous les patrons qui comptent de la Silicon Valley ? Ou bien est-ce une victoire d'Elon Musk avant tout, dont l'influence dépasse désormais le simple cadre économique ? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui. Mais une chose est sûre, pour ce deuxième mandat présidentiel de Donald Trump, l'innovation semble avoir trouvé sa boussole et elle pointe directement vers le pouvoir. Pour en parler, je reçois ce matin Hicham Hamadi et Aziz Saïdi. Hicham Hamadi à ma droite, président de Togo. Bonjour Hicham. Et Aziz Saïdi à ma gauche, mon confrère journaliste. Bonjour Hicham. Bonjour Aziz. Bonjour Aziz. Bonjour Hicham Bis, il n'y a pas de problème avec le nom et le prénom. Je pense que tu m'aimes beaucoup ce matin. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, eux, je ne sais pas s'ils aiment. La réponse normale et naturelle, oui. C'était oui, bien sûr. Oui, mais moi c'est mon côté journaliste et avec toute l'objectivité qui me caractérise. C'est ton côté rebelle. Non, je ne raconte pas de bobard à l'antenne, contrairement à certains chroniqueurs et certains décodeurs. En fait, c'est votre côté opposition naturelle. Sinon, qui ne veut pas avouer les choses. Sinon, on peut éventuellement évoquer le sujet programmé aujourd'hui, si vous n'y voyez aucun problème. Bon, je pense que le sujet dont on débat maintenant, il est plus intéressant. Heureusement qu'il n'y a plus de modération sur les réseaux sociaux, sinon je vous aurais banni tous les deux. Ça, c'est une parfaite transition pour effectivement parler du sujet programmé aujourd'hui. Tiens, en parlant de modération, moi, c'est vrai que ça a étonné pas mal de monde. Surtout venant de Mark Zuckerberg qui, après certaines séquences au Congrès américain où il avait promis et juré d'arrêter, passez-moi l'expression, toutes les inepties et voire les erreurs commises par le passé et de mettre en place des systèmes verrouillés pour fact-checker tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de ne pas même manipuler les données. Du jour au lendemain, il décide de se mettre au pas, non pas de Donald Trump, mais de la doctrine d'Elon Musk en supprimant tout le mécanisme de fact-checking sur les plateformes de Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, mais surtout Facebook. Ça en a étonné plus d'un, mais d'autres estiment au contraire que aussi bien Mark Zuckerberg que les autres patrons de la Big Tech américaine n'ont d'autre choix que de se mettre au pas du nouveau duo dirigeant, si j'ose dire, de l'administration américaine. Comment vous avez interprété les prises de parole des uns et des autres, Mark Zuckerberg entre autres, mais il n'y a pas que lui. Est-ce que ça vous semble tout à fait logique ou est-ce que quand même vous êtes un peu étonné de voir tout le monde se ranger derrière le nouveau président américain à 4 jours de sa prise de fonction officielle ? Je commence par Hicham Hamadi. Non, Mark Zuckerberg commence d'abord par reconnaître le fait que il y avait une directive de l'administration Biden d'enlever tout ce qui était contre les décisions du gouvernement, notamment concernant le Covid. Donc, ce n'était pas une question de fact-checking, c'était une directive très claire. Il l'avait reconnu dans une vidéo publiée directement en disant, voilà, on a reçu cela. Et donc, globalement, ce qui a été demandé, c'était de ne laisser pas cette partie d'opinion apparaître sur les réseaux.
Donc c'était pas parce que le fact-checking, c'est globalement on va aller vérifier des faits, mais c'est pas ça. D'ailleurs, mon compte a été bloqué à un moment. Moi, j'en ai fait l'expérience parce que j'avais retweeté quelque chose qui concernait, on va dire, un traitement, du Dr Raoult, et je l'avais fait en anglais. Et donc, mon compte a été bloqué pendant un moment à cause de cela. Et donc, c'était une directive très claire qui a été donnée par l'administration Biden. Et lui, il reconnaît aujourd'hui que toute l'administration qu'il avait mis en place permettait l'émergence d'une seule voix, d'une seule opinion. Alors que Elon Musk est dans une logique où toutes les opinions se valent et qu'on est dans un environnement où, globalement, on va dire, il y a un avis, il y a l'autre avis qui est opposé et les deux devraient avoir leur place. Alors, le retournement de situation est très simple. Enfin, les Américains sont connus. Globalement, c'est mea culpa, excusez-moi. On a vu ça même avec un président qui avait failli. Oui, mais pas tous, justement. L'exemple de Mark Zuckerberg est flagrant parce qu'à contrario, moi je vous donne l'exemple d'un Elon Musk qui, sous l'administration Biden, avait racheté Twitter et X et avait pris des décisions qui allaient à l'encontre de la doctrine de l'administration américaine. C'est très simple. En revanche, Mark Zuckerberg, effectivement, va dans le sens du vent. C'est un visionnaire. Vous savez, à un moment, vous lancez un pari et soit votre pari réussit, soit il n'est pas. Mais ils ont l'intelligence de changer d'avis. Et ils ont l'intelligence de venir... Quelle est la motivation selon vous, Mark Zuckerberg et les autres? C'est très basique. Vous avez en face de vous le président américain à qui vous avez fait du tort à un moment, vous avez fait en sorte à ce que toutes les voix qui étaient pour lui, vous les avez bannies. À un moment, vous vous rendez compte que la puissance est de son côté. Vous changez de parti. C'est aussi basique que ça. C'est ça l'état d'esprit américain. Aziz Saïdi, même question, même interrogation. Déjà pour Musk, je pense que l'histoire est un peu plus personnelle puisqu'on sait que c'est par rapport à un fait qui a eu lieu dans sa famille, c'est la transition de genre de son fils qu'il a amené à combattre les idées wokistes et tout ça. Et donc il trouvait que justement ces fameux pare-feux de fact-checking et tout ça étaient là surtout pour faire prévaloir une certaine idée ou une certaine orientation, que ce soit politique ou sociétale et tout ça. Et donc, mais l'élément déclencheur, pardon, juste rapidement, l'élément déclencheur, et il l'a dit lui-même aussi, c'est la tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump. Ouais. Non, mais là, je parle même avant. Hein, oui. Je parlais du début de mandat de Biden et tout ça. Ah oui. Et par la suite, ça a pris cette ampleur-là, parce que il fallait du temps pour que ça coagule, ou là, pour que ça se cristallise. Mais en tout cas, il y avait ça. Il y avait surtout aussi le fait que, après, en ayant X, l'ex-Twitter, donc il a été un peu attaqué par les pays de l'Union européenne et par la Commission européenne. Donc forcément, il en a fait un cheval de bataille. Certains disent que c'est lui qui a eu la tête de Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. C'est ça, exactement. Donc il était en confrontation directe avec Breton. Et je pense que justement, lui, après cette histoire d'attentat, sur Trump, il a eu l'idée, en tout cas la bonne idée, puisque c'est Trump qui a gagné, de parier sur le cheval Trump pour justement essayer de se rapprocher de l'administration et en faire un levier dans cette bataille contre les gouvernements européens notamment. C'est un pari qui lui a coûté cher quand même. Enfin, cher. Non, je veux dire, il est l'un des rares à pouvoir se permettre un tel pari. On parle de 250 millions de dollars déboursés dans la campagne. Il a gagné beaucoup plus depuis. Hein, oui. C'est un pari gagnant, mais je veux dire que c'est... relativement... Ils ne sont pas nombreux, c'est qu'ils pourraient éventuellement se permettre ce type de pari. Peut-être on pourra parler dans cette émission après de ce fait-là, qu'il y ait des gens... Parce que les trois, là, représentent 1000 milliards de dollars de patrimoine. Donc vous imaginez bien que c'est des gens qui sont hors radar, qui peuvent se permettre beaucoup de choses, mais justement qui ont besoin d'un exécutif, d'un président pour pouvoir mettre en place. Alors pour Zuckerberg, l'histoire elle est complètement au contraire, puisqu'on se souvient qu'il avait banni le compte de Donald Trump lors de la prise d'assaut du Capitole. Donc Trump lui en avait voulu. D'ailleurs jusqu'à cet été, Trump disait quand je serai président, Monsieur Zuckerberg ira en prison. Et donc il a mis des coups de pression énormes. Et je pense que même la semaine dernière, quand on lui a posé la question sur le retournement
d'opinion de Mark Zuckerberg. Il a dit, est-ce que c'était sous la menace? Il a dit, sans doute. Il est pas. En fait, ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il est, voilà, il dit les choses et il est pas dupe. Et puis pour Bezos, c'est aussi qu'il a une société qui travaille dans le spatial. Et donc à il a l'image peur pour ses contrats avec l'État fédéral américain. Et à l'image de ce que fait Musk avec SpaceX, il a beaucoup de contrats avec la NASA maintenant. On sait très bien que la NASA a externalisé le corps de son métier vers ces sociétés. Donc forcément, si on veut être dans les bonnes grâces de l'État fédéral, il faudra aussi s'aligner sur. Donc pour résumer, ce que vous me dites. Juste pour résumer, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y avait eu déjà ce fameux dîner annuel qui était là avec les GAFAM. Mais là, on est en train de passer encore une nouvelle étape. Et ça rappelle, au XXe siècle, c'était les grandes sœurs, c'était les entreprises pétrolières, les entreprises d'armement et tout ça qui menaient le jeu, qui étaient l'alter ego du président. Aujourd'hui, c'est la Big Tech. Maintenant, c'est la Big Tech. Mais juste pour résumer ce que vous dites, mais c'est intéressant d'analyser ce point de vue-là, parce que dans les différents noms que nous avons cités, Zuckerberg, Musk, Bezos, Altman, etc., il me semble que le seul qui adhère au Trumpisme par pure conviction, bien sûr il y a les intérêts économiques, mais il y a d'abord une conviction idéologique et politique, c'est Elon Musk. Tous les autres, j'ai l'impression qu'ils cèdent face à la superpuissance du président élu, et ils n'ont d'autre choix que de, passez-moi l'expression, se coucher face au nouveau maître des lieux. Bah, clairement. Mais justement, est-ce que vous n'y voyez pas justement une contradiction dans le sens où toutes les alliances qui sont basées sur ce rapport de force inégal, sur la crainte ou sur la soumission, ne sont pas amenées à durer dans le temps, contrairement à l'alliance que Trump peut éventuellement avoir avec même l'alliance Trump-Elon Musk, elle va durer le temps d'une mandature. Il ne faut pas se leurrer. C'est l'état d'esprit américain. Je vous rappelle qu'il y avait un président américain qui a failli, qui est venu à la télé dire je suis désolé, et c'est passé. C'est passé. C'est comme ça, l'état d'esprit américain. Par qui Clinton. Oui. Il y en a tellement qui se sont excusés, je ne sais pas. Non, mais attends, ça c'était le plus flagrant. Oui, c'est-à-dire on change d'avis, et puis après on faute, et on dit pardon, et on passe à autre chose. Donc les gars ont fauté, étaient des alliés de l'administration Biden, ils se sont rendus compte que le pouvoir a changé, ils ont dit pardon, et ils veulent se faire pardonner en mettant de l'argent pour la cérémonie, donc chacun met un petit $1 million, c'est pas grand-chose, pour eux, mais en tout cas pour une journée, c'est énorme, spender $1 million comme ça, et ils sont venus, quelqu'un qui arrive et qui fait un live en disant, écoutez, j'ai cédé aux pressions de l'administration Biden parce que et là, mea culpa, je reviens, on va dire, dans les rangs. Donc c'est une habitude américaine. C'est ainsi qu'il fonctionne. Ce n'est pas une question d'alliance, on va dire, très long-termiste. C'est une alliance d'occasion, d'opportunité, de contexte. Maintenant, vous avez raison. Je pense que les deux hommes, Elon Musk et Trump, se rassemblent sur des valeurs. Musk a été touché dans sa chair sur la question de son fils, la question du genre. Et Trump est très, très traditionnel. D'ailleurs, il avait dit, au niveau de l'éducation, ceux qui voudront aller sur quelque chose de genré ne recevront pas l'aide de l'État fédéral. Donc voilà, ils se rassemblent sur ça. Mais la réalité est qu'il y a d'autres intérêts. Il y a des intérêts suprêmes des États-Unis. Il y a quelqu'un qui a une vision du monde autre, très différente, très, on va dire, avant-gardiste, et qui s'allie avec quelqu'un qui est dans le réalisme. C'est deux superpuissants qui sont en train de justement, on va continuer le débat avec un focus sur ce duo Trump-Musk. Qui fait quoi? Qui est si j'ose dire, qui mène la danse. Voilà, c'est ça, qui mène la danse et qui est la marionnette de l'autre. Parce que là aussi, les Trump avis est un grand président. Il ne faut pas se leurrer. On l'a vu faire. Oui, mais calmez-vous, on n'a pas dit le contraire. Trump est un grand président. J'étais juste en train de teaser le débat. Non, Musk est un grand entrepreneur qui l'accompagne. Sur Atlantic Radio, les infos en langue arabe avec Mourad Baba. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite.
La suite des décodeurs d'Atlantique Matin avec Hicham Hamadi et Aziz Saïdi. On parle bien évidemment de Donald Trump et de son investiture prévue dans 4 jours maintenant. Nous sommes le 7 janvier. Le 20 janvier aura lieu cette fameuse investiture et au cours de laquelle, durant laquelle plutôt, vont assister pas mal de personnalités, dont les grands patrons de la big tech américaine. Et on est en train de parler des motivations des uns et des autres, des raisons qui ont poussé tous ces grands patrons de la Silicon Valley à adhérer, entre guillemets, au Trumpisme. Mais juste avant la pause info, je vous disais qu'on allait faire un petit focus, il sera intéressant d'ailleurs, sur ce duo Trump-Musk. Certains estiment que Donald Trump est le vrai maître du jeu, en l'occurrence, et que Elon Musk est là parce qu'il n'a pas les moyens légalement de devenir le président américain, puisque vous le savez, c'est un Sud-Africain né, un Américain né en Afrique du Sud, et que c'est son moyen à lui d'être au sommet du pouvoir. Alors que d'autres estiment en revanche que le vrai maître du jeu, c'est Elon Musk qui dicte en quelque sorte sa vision du monde tel qu'il aimerait qu'il soit dans un avenir relativement proche. Quelle est votre analyse sur cette question ? Je commence par Aziz. D'ailleurs, les mots que vous venez de prononcer, c'est les mots même de Trump, sur une estrade, quand on a commencé à lui dire que Musk était son... Il n'a pas aimé la remarque. Était son binôme. Donc lui, il a dit non, c'est moi, I rule. Et lui, de toute façon, il ne pourrait pas être président parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Et d'ailleurs, s'il ne suit pas ma politique, machin, donc il est lui, il ne se prive pas de dire les choses. Mais c'est clair que c'est intéressant d'analyser cette relation. Comme vous l'avez dit, c'est une relation de circonstances qui a commencé juste après l'attentat raté contre Donald Trump, où Musk est venu justement pour soutenir via des financements importants, mais aussi avec une présence, parce qu'il a fait campagne, il faut le rappeler, il a fait campagne, il a fait plein de meetings, il a été avec lui dans plein de meetings, mais il a fait aussi des meetings, et il a fait aussi, surtout, une sorte de tombola récurrente où ceux qui se disaient prêts à voter Trump ils pouvaient gagner $1 million. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait, mais on sait aussi que les motivations de Musk sont évidentes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les marchés de SpaceX, c'est-à-dire aussi l'appui de l'administration américaine face à l'Union européenne et à d'autres pays. C'est aussi le fait que Musk a aussi d'autres sociétés qui ont des marchés publics, et surtout il a une vraie vision, puisqu'il veut aller sur Mars à un horizon moyen terme, et qu'il s'y prépare. Avant d'aller sur Mars, il veut gagner de l'argent sur Terre aussi. Oui, bien sûr. Déjà, il faut surtout aussi apprivoiser la Lune pour en faire une rampe de lancement vers Mars. Donc c'est des projets colossaux et qui vont devoir compter sur un appui à la Maison Blanche, parce que il a beau avoir 400 milliards de dollars, je crois, de patrimoine, c'est pas ça qui va lui permettre. C'est plutôt l'influence qu'il aura grâce à ça. Et donc voilà. Par rapport à Trump, la chose est simple. Face à des big tech justement qui à sa sortie de la Maison Blanche l'ont attaqué de but en blanc, avec justement quand il avait des soucis judiciaires, il était accablé par ces gens-là, et donc le fait qu'il trouve qu'il est un allié parmi eux, ça lui convenait très très bien. Je pense que ça d'ailleurs, il a confié une mission, je ne sais pas si on peut dire une mission quasi officielle ou para-officielle de réduction du train de vie de l'État à Musk. Donc c'est quelque chose de... mais elle est officielle, la mission. C'est juste que Elon Musk ne sera pas considéré comme un fonctionnaire de l'État américain. Voilà, la mission, elle est officielle, mais lui, ce n'est pas un rôle officiel, on va dire. Mais donc voilà, c'est un mariage de raisons, bien évidemment, même si justement, contrairement aux autres, il semble partager des valeurs communes et une vision commune. Et par rapport à ça, je pense que là, on est en train de parler du mandat qui va s'ouvrir. La main sera chez Trump. Mais il faut dire que Trump ne pourra pas se représenter, que peut-être même si Musk ne se représentera pas, ne pourra pas se présenter après, il aura toujours de l'influence sur le locataire de la Maison Blanche, surtout si ces projets avancent pendant les 4 ans à venir. Donc c'est quelque chose... Les deux, le duo fonctionne assez bien pour l'instant, mais c'est-à-dire que
qui est le patron? C'est Trump pour l'instant, mais après, force est de constater que c'est Musk qui aura le long terme pour lui. Et Hicham Hamadi, aujourd'hui, qui détient vraiment le pouvoir dans ce duo? Clairement Trump. Il ne faut pas croire que Musk a une vision, on va dire, politique du monde. Il a une vision business, probablement. Il a une vision d'intégration du monde. Il a une vision de standardisation du monde, c'est sûr et certain. Et surtout, il a des ambitions au-delà de la planète, ailleurs. Trump, il a une vision très politique du monde. Ce qui se passe, c'est que tous les conflits sont en train de se résoudre avant son arrivée. Le problème de Gaza, presque derrière nous. Le problème de la Russie est en train de se résoudre. L'Iran a cédé. Elle a vendu presque ses milices. Syrie réglée. Donc Trump arrivera à la Maison-Blanche en ayant un seul objectif, tuer la Chine. C'est très simple. Et surtout, tuer la Chine d'une manière, on va dire, économique. Façon de parler, voilà, c'est ça. On ne peut pas tuer quelques milliards de personnes, c'est compliqué. Il faut se lever très tôt pour le faire. Et ça coûtera énorément cher et ça coûtera beaucoup de temps. La précision est importante parce que vu qu'on parle de Donald Trump, tout est possible avec le président américain. Donc, et c'est toujours, il est toujours cohérent avec cela, depuis toujours. Et il avait décidé, ou il avait dit, que le principal, on va dire, adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Donc il va se concentrer sur ça en utilisant toute la puissance, on va dire, business. Ça c'est intéressant, juste un point. Parce que je dis des choses intéressantes, vous savez. Oui, pas toujours, mais là en l'occurrence, oui. Lui, effectivement, son truc, c'est la Chine. En revanche, quand Elon Musk, ses dernières prises de parole, elles étaient toutes dirigées vers les Européens et avec ce qui s'apparente à être des ingérences politiques en Allemagne, en France, dans différents pays européens. En Grande-Bretagne surtout aussi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se sont répartis les rôles. Exact. Donald Trump s'occupe de la Chine et il a laissé le soin à Elon Musk d'aborder d'autres questions, notamment sur le continent européen. Je vous donne la parole juste après le point info avec Karim Droné pour rebondir à cette interrogation. À tout de suite. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Ali Saïdi et Hicham Hamadi. On parlait à l'instant effectivement de ce duo Trump-Musk et ce qu'on a remarqué effectivement, c'est que Donald Trump, son truc c'est la Chine, si j'ose dire. Il ne s'intéresse qu'à la Chine, qu'à l'influence. D'ailleurs, même ses récentes déclarations sur le Groenland, le canal de Panama. Le canal de Panama et oui, surtout le canal de Panama, aussi le Canada, ça rentre dans cette logique de domination mondiale économique vis-à-vis de la Chine. Et Elon Musk, dernièrement, a pris des positions très agressives, d'ailleurs, envers des dirigeants européens. Est-ce qu'ils se sont répartis les tâches, comme le disent certains? Je pense que, globalement, les petites batailles, c'est pas pour Trump. Et la grande bataille, c'est pour Trump. Donc, les petites batailles, mettre la pression sur tel pays. Ils savent faire. Musk sait faire. Musk a fait plier des mastodontes, hein. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand des géants ont menacé d'enlever enlevé la publicité et qu'il a pas cédé. Donc il sait faire. Et ça se prépare, donc mettre la pression pour faire plier par rapport à un certain nombre de règles business ou de réglementations. Trump est en train de prendre, on va dire, l'espace. Et l'espace à travers Starlink. Et Starlink, c'est de la connexion partout. Ça veut dire une destruction du modèle des opérateurs sur de la partie connexion. Vous imaginez que si vous payez une connexion chez Starlink, vous êtes connecté partout dans le monde. Et vous ne payez personne d'autre à part Trump. À part Musk. À part Musk. Oui. Et vous avez raison. Vous voyez le lapsus. Révélateur. Ouais. Oui, c'est que... Et donc, alors qu'actuellement, vous payez votre opérateur, vous payez si vous êtes ailleurs, vous allez payer des frais en plus, et c'est compliqué. Et il est en train de transformer le monde. Et la pression qu'il met sur l'Europe aussi, parce qu'il y a SpaceX. Et SpaceX, sa concurrence, il y a un projet européen pour qu'ils puissent aussi aller dans le même sens que SpaceX, avec des fusées qui reviennent. Ils en ont fait des tests qui n'étaient pas très concluants. Mais ça, je veux bien. Voilà. Tout ça, je veux bien. Mais prenons l'exemple de l'Allemagne. Pourquoi il soutient clairement un parti, l'AfD en l'occurrence, un parti d'extrême droite en Allemagne, alors qu'effectivement, lui, auparavant, toutes ses prises de position avaient une motivation économique derrière. Or là, il fait de la politique, pure et simple.
Il fait de la politique. Moi, je pense Allez, Saïdi, oui. Justement, contrairement à mon ami Hicham, c'est que je pense que Musk a maintenant une vision politique et que grâce à X, il a réussi à créer ce qu'on appelle une internationale réactionnaire. C'est-à-dire il soutient partout. J'aime bien l'expression, l'international réactionnaire. Elle colle parfaitement à la réalité, comme l'international. Exactement. Et donc, forcément, il est en train de se prévaloir de ça et il se permet désormais de faire la leçon à des chefs d'État étrangers, tout en soutenant les factions d'extrême droite dans ces mêmes pays. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une vision politique, indéniablement. Bien évidemment, il y a toujours l'aspect business. On en a parlé tout à l'heure par rapport au marché public. Par rapport à Starlink, bien évidemment que c'est quelque chose qui lui donnera une prédominance qui est très importante. Mais je pense qu'il a une vision politique. Maintenant, lui, par rapport à Trump, on l'a vu lors de son premier mandat, il a même rencontré Kim Jong-un. Donc pour lui, c'est évident qu'il faut éteindre tous les conflits parce que les États-Unis ont une bataille existentielle à jouer face à la Chine, qui est en train d'économiquement déborder l'économie américaine, qui sur le plan de la puissance militaire ne sont pas encore là parce que faut savoir que les États-Unis, le budget militaire, il dépasse de loin tous les pays qui le suivent. C'est quelque chose de très important. Mais les Chinois sont quand même en train de combler du retard. Bien évidemment, la Chine, c'est pas un pays qui est habitué aux guerres. Enfin, je parle dans le dernier siècle. C'est pas une armée comme l'armée russe qui est exercée. Mais par contre, technologiquement, ils sont en train de. C'est important. Et il faut pas oublier que maintenant, le 19, là, dans quelques jours, donc dimanche, le TikTok ban va être effectif. Et c'est qui l'avait impulsé? C'est Trump lors de son premier mandat. Donc il a toujours, lui, été sur une sorte de bataille technologique et tout ça avec les Chinois. Et que là, il va cueillir ses fruits et sans doute qu'il va aller encore plus loin. Maintenant, les motivations pour Musk ne sont pas tout à fait pareilles. Parce que je suppose qu'il est aussi sur le marché chinois et donc lui, il va ménager un peu plus la Chine qu'il va ménager des pays européens qui représentent pour lui peanuts en termes de chiffre d'affaires. Ça c'est évident. Mais comme vous l'avez dit, il faut pas voir ni dans la vision de Trump ni dans la vision de Musk la vision des États-Unis. Je pense que le deep state restera quand même. C'est sûr. Ah bon, malgré l'élection de Trump ça reste, c'est une grande démocratie et ça reste, il y a des contre-pouvoirs. Je pense pas que Trump peut faire ce qu'il veut, même s'il va justement essayer de forcer la main et d'aller un peu plus loin que ce que pourrait faire un autre président. Mais il reste quand même des contre-pouvoirs. On en parlait ici, bien évidemment, qu'il a la Chambre, qu'il a le Congrès, qu'il a même la Cour constitutionnelle. Mais il y a quand même des contre-pouvoirs et surtout, je pense qu'il y a les intérêts américains et ils sont protégés par des organisations, par une sur ça, on est d'accord. Par une tradition. Donc, faut pas croire que Trump a la main déliée, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je veux revenir sur le duo Trump-Musk et le fait que, ce que vous avez dit à l'instant, parfois ils peuvent avoir des intérêts divergents, des intérêts politiques, mais surtout économiques, surtout pour Elon Musk. Mais au-delà de ça, il y a aussi une question d'ego, parce que et là on rentre dans la psychologie des gens. C'est qui le mâle alpha? Justement, ce sont deux mâles alpha. C'est ça la question, justement. Ce sont deux mâles alpha qui essaient tant bien que mal de d'accorder leur violon pour parler d'une seule et même voix. Mais certains estiment que la lune de miel ne durera pas longtemps et que, parce que justement ce sont deux mâles alpha et que chacun à sa manière a de la puissance et du pouvoir. Certains disent que Trump a du pouvoir politique alors que Elon Musk, il a de la puissance. Et la puissance, parfois, surpasse le pouvoir politique qui est limité dans le temps. Est-ce que vous pensez, justement, que le clash est inévitable entre les deux mâles alpha? Moi, je ne prévois pas de clash, en toute sincérité. Parce qu'ils sont d'abord alliés sur des valeurs très conservatrices, notamment par rapport à la question du genre, la question de... Et c'est fondamental, c'est parce que Musk a été touché dans sa chair et c'est quelque chose qui lui parle, de un. De deux, je pense que c'est vrai qu'il fait un peu de politique, c'est vrai qu'il a essayé d'en faire aussi à Gaza, mais c'est pas un homme politique.
c'est quelqu'un qui est animé par la transformation du monde. Et Trump est capable de transformer le monde d'une manière politique. Je pense que cette alliance a énormément de sens parce que Trump, il a fondamentalement, enfin au-delà de ses intérêts, mais fondamentalement, il cherche l'intérêt des États-Unis, de consacrer la force des États-Unis. Et il a identifié un seul ennemi. Il fait tout pour que les États-Unis puissent reprendre sa puissance, garder sa puissance, pérenniser sa puissance. Tous les moyens sont bons pour lui. C'est-à-dire TikTok, ban, ce que vous voulez, augmentation douanière, je te laisse pas prendre l'acier, je te laisse pas prendre le cuivre, le cobalt, tu l'auras jamais, et voilà. Donc c'est sa manière de faire. Il a identifié un ennemi, il est en train de le faire. Et Musk lui apporte cette puissance économique de telle manière à ce qu'il puisse avoir la main partout. Donc c'est très complet. Je ne les vois pas du tout, parce que Musk, il a une vision au-delà de la Terre. Le gars est en train de s'entraîner à faire des tunnels pour les faire sur Mars. Le gars est ailleurs. Hein. Mais l'omniprésence médiatique d'Elon Musk et ses prises de position de plus en plus remarquées sur le volet politique ne vont pas déranger, selon vous, Donald Trump ? C'est pour cela c'est ce que disait Aziz à juste titre, c'est que Musk gagne de l'argent au niveau de la Chine. Il n'intervient pas sur ça. Il intervient sur des sujets qui, pour Trump, sont des petites batailles. Annexes. Pas annexes, importants, mais qui ne sont pas prioritaires. Il sait les gérer. D'ailleurs, il racontait comment, sur un coup de fil avec le président Macron, t'as augmenté ça, j'augmente ça, et donc ça s'est terminé en 5 minutes. Ça, c'est la version de Trump, après, je ne sais pas si mais vous savez, le gars, c'est pas un menteur. Franchement, ah bon, on l'a vu, on a vu comment il a traité, on a vu comment il a... Une politique qui ment pas, ça existe ? Écoute, pour une fois, je pense que c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Moi, ça m'a sidéré le jour où il a ramené l'affiche avec les tanks et machin en disant ça a coûté, je sais pas, 38 milliards de dollars et vous en avez suffisamment et j'ai vendu ça. Oui. Le gars est très direct. Donc, quand il raconte d'une manière simplifiée et simpliste ce qui se passe dans une communication téléphonique, c'est que globalement, ça s'est passé comme ça. Aziz Saïdi. Oui, enfin, moi, je pense pas qu'il y ait forcément de clash. Je pense que la méthode de Trump, ce qu'il a, le numéro qu'il a joué pendant cette campagne, ça a été justement de dire, moi, je suis assez fort pour ramener des hommes forts à côté de moi. Et donc, sans qu'il y ait, là, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec, il est fort dans le sens premier du terme, puisqu'il ramène les gars, des catcheurs, il a ramené plein de testostérone autour de lui. Ouais. Exact. Donc, je pense pas que ce soit là le problème. Je pense aussi que c'est quand même des gens, enfin, ils sont là, ils savent ce qu'ils font, et ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire que bon, peut-être que ça se fera pas comme d'habitude avec d'autres gouvernements, et notamment les démocrates, où il y a des conflits d'ego, mais qui sont plus des bruits de couloir. Là, ça peut, sur l'estrade, ils peuvent y aller, mais je pense que tant que les périmètres sont délimités, et il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce que je voudrais finir peut-être par ça, c'est que c'est la question qu'a posée Bernie Sanders, par exemple. Enfin, justement, avec ces gens-là qui commencent à être au-delà de tout contrôle, parce qu'un Elon Musk, qui pourra l'arrêter désormais, hein, je sais pas, et ça veut dire à part Donald Trump et encore. Et justement, quand Donald Trump ne sera plus là, qui va lui parler à ce gars-là ? Et je ne parle pas que de lui, mais il commence à y avoir une poignée de personnes qui peuvent justement influencer le monde par leur vision du monde. Et ça, je pense que c'est éminemment politique. Hein. Si la politique, c'est pas ça, c'est pas... Mais ça a toujours été le cas. Vous avez toujours eu des personnes, grâce à leur pouvoir financier. Oui, mais je vous fais un parallèle simple. Comment il s'appelle le mania des communications et de la presse, j'ai oublié, Robert Murdoch, il avait beaucoup d'influence, mais pas autant que Musk actuellement. C'est-à-dire que là, on a dépassé un seuil. Disons qu'il était un peu plus discret que Musk, oui. Voilà, mais tout aussi influent, peut-être. Je pense que là, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de l'influence. C'est quand on force la main, quand on se met comme ça en avant et tout ça, on va au-delà de ça. Et je pense que ça, c'est aussi par rapport à... On en parlait, enfin, pourquoi je parlais de Bernie Sanders, parce que la question sociale, elle est aussi importante. Quand on a quelqu'un, ou là, 3 personnes qui vont être assises à côté de Trump, qui valent $1 000 milliards, et que tu as 80% des Américains qui n'arrivent pas à
à faire de l'épargne et que tu as 1 million d'Américains qui sont sous le seuil de pauvreté, qui ne mangent pas à leur faim, et que, enfin, moi je suis pour le mérite, bien évidemment. Mais par contre, je sais pas, au-delà de 100 fois le revenu de quelqu'un. Oui, mais moi je sais pourquoi vous avez évoqué Bernie Sanders, parce que vous avez la même matrice idéologique. Non, mais au-delà, ce qui n'est pas forcément le cas des Américains. Écoutez, là, je continue, je veux juste aboutir mon idée. C'est que je suis pour le mérite, comme je disais, mais je pense qu'au-delà d'un seuil, ou au-delà d'un multiplicateur, ces personnes se prennent pour des dieux. Ça y est, ils n'obéissent plus aux mêmes règles. Ce sont des dieux. Ils n'obéissent plus aux mêmes règles. Et d'ailleurs, quand on le voit chez Musk, quand il parle, lui, il l'assume complètement. Ils sont décomplexés. Il est complètement décomplexé. Il a des visions messianiques. Hein, quand on parle de quelqu'un qui est en train de s'entraîner à creuser des galeries sur Mars, ça veut dire que lui, là, suivez-moi pour que je vous donne la voie de ce que sera l'homme de demain. Et ça, je pense qu'il est important quand même qu'il y ait des garde-fous et des contre-pouvoirs par rapport à ces personnes-là. Et je ne sais pas comment on peut faire, mais en tout cas... Bon courage pour trouver des garde-fous pour museler Elon Musk. Un mot de la fin, Hicham ? Non, j'adhère parfaitement à ce que disait Aziz, parce que globalement, il n'est pas normal que le sort du monde soit entre les mains d'une poignée de personnes. Maintenant, pour contrecarrer ça, on ne peut pas créer des plafonds, mais on ne peut que multiplier le nombre de personnes qui sont capables de mener de grands projets et donc favoriser l'émergence de ces personnes. Parce qu'on ne peut pas venir... Et puis surtout, il faut c'est un diktat, lui. Mais non, il est 9h31. C'est un dictateur. Il faut promouvoir le multilatéralisme et je ne pense pas que Trump va y contribuer. Hein. Merci beaucoup. En fait, je devrais être beaucoup plus strict. Je vais laisser déborder légèrement et ça se retourne contre moi. Merci beaucoup, Hicham Mehmedi. Merci à Aziz Saïdi. Et à la fin, il nous retourne. En tout cas, le débat était très passionnant et au plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets de débat. Karim Droné prend le relais dans quelques instants pour le journal de 9h30. Vous écoutez Atlantic Radio.